Mes parents ont essayé de me faire déclarer mentalement inapte pour voler ma collection de voitures de 450 000 $ pour la maison de ma sœur. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien est ce qui nous permet de continuer. Allons-y. Publication initiale. Moi, 26H, j'ai besoin d'un peu de perspective sur la situation avec mes parents, 55H, 53F, et ma sœur, 19F. Je collectionne et restaure des voitures anciennes depuis l'âge de 16 ans. Et ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu à la fois ma passion et un investissement important. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. En grandissant, ma famille n'était pas riche, mais nous étions à l'aise. Mon père travaillait dans l'industrie manufacturière et ma mère était réceptionniste à temps partiel. Ils ont toujours souligné l'importance du travail acharné et de l'épargne. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai acheté ma première voiture à restaurer, une Camaro de 1969 qui tournait à peine, avec l'argent que j'avais économisé en tondant des pelouses et en faisant des petits boulots depuis l'âge de 12 ans. Au cours de la décennie suivante, j'ai tout appris par moi-même sur la restauration de voitures. J'ai passé d'innombrables nuits dans notre garage, apprenant grâce à des vidéos YouTube, de vieux manuels, et par essais et erreurs. Il m'a fallu 3 ans pour restaurer cette première Camaro. Mais quand j'ai finalement réussi à la faire rouler et à lui donner un aspect impeccable, j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. Aujourd'hui, à 26 ans, je possède 7 voitures anciennes, toutes entièrement restaurées de mes propres mains. La collection comprend la Camaro d'origine, une Plymouth Barracuda de 1970, une Mustang Fastback de 1965, une Dodge Challenger de 1971, une Pontiac GTO de 1968, une Chevelle SS de 1967 et une Corvette Stingray de 1972. Chaque restauration a pris entre 2 et 4 ans, et j'ai documenté chaque étape du processus. Je travaille comme développeur de logiciels, je gagne bien ma vie et je vis modestement dans un petit appartement. Chaque dollar supplémentaire va dans mes restaurations ou l'entretien de ma collection. Je loue un grand entrepôt où je garde les voitures et continue de travailler sur de nouveaux projets. Des estimations prudentes placent la valeur de ma collection à environ 420 000 $, bien que certaines pièces individuelles aient remporté des prix dans des salons automobiles et pourraient rapporter encore plus aux enchères. C'est là que le conflit commence. Ma jeune sœur, Rebecca, a récemment commencé sa 2e année d'université. Elle étudie l'éducation et veut devenir enseignante. Elle a toujours été la petite dernière de la famille, et je l'avoue, nous l'avons tous un peu gâtée. C'est une bonne fille, cependant, intelligente, gentille et généralement assez équilibrée. Il y a 2 semaines, mes parents m'ont invité pour le dîner du dimanche. Ce n'était pas inhabituel. Nous essayons d'avoir des dîners de famille au moins 2 fois par mois. Mais quand je suis arrivée, j'ai senti que quelque chose était différent. Ils avaient ce regard, vous savez, celui que les parents ont quand ils s'apprêtent à avoir une discussion sérieuse. Après avoir fini de manger, ma mère s'est raclé la gorge. James, nous devons discuter de quelque chose d'important avec toi. Mon père a enchaîné. C'est à propos de tes voitures. Je me suis immédiatement tendue. Mes voitures sont un sujet tabou dans les discussions familiales. Elles sont à moi, achetées et restaurées avec mon propre argent et ma sueur. Qu'est-ce qu'il y a avec elles ? Ai-je demandé prudemment. Ma mère a tendu la main sur la table et m'a tapoté la main. Chérie, nous savons à quel point ces voitures comptent pour toi, mais nous devons penser à l'avenir de la famille. Rebecca va obtenir son diplôme dans quelques années et elle aura besoin d'un endroit où vivre. J'étais confus. D'accord, elle peut prendre un appartement comme tout le monde. Mon père a secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. Les jeunes femmes ont besoin de sécurité, surtout dans l'économie actuelle. Les enseignants ne gagnent pas beaucoup d'argent et les prix des loyers sont insensés. Elle a besoin d'une maison. C'est super, ai-je dit. Je suis sûre qu'elle pourra économiser pour un acompte une fois qu'elle travaillera. Mes parents ont échangé un regard. Ma mère m'a serré la main plus fort. C'est ça le problème, chérie.
Pourquoi devrait-elle attendre et lutter alors que tu es assis sur près d'un demi-million de dollars en jouets? Le mot m'a frappé comme une gifle. Des jouets? 10 ans de sang, de sueur et de larmes réduits à des jouets. Ce ne sont pas des jouets, ai-je dit en retirant ma main. Ce sont des investissements. C'est le travail de toute ma vie. L'expression de mon père s'est durcie. Ce sont des voitures, fiston. Des voitures que tu ne conduis même pas. Elles restent juste dans cet entrepôt à prendre la poussière. Ce sont des actifs qui prennent de la valeur, ai-je argumenté. Elles valent plus chaque année. Et je les conduis, pour des salons, des événements, avec soin et à dessein. Mais quel est le but? A demandé ma mère. Rendre jaloux de riches collectionneurs, gagner des petits trophées? Pendant ce temps, l'avenir de ta sœur est incertain. Rebecca, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Je ne leur ai pas demandé de te parler de ça, James, mais ce serait bien de ne pas avoir à m'inquiéter pour le logement après mon diplôme. Je l'ai regardé, incrédule. Tu as 19 ans, Becca. Tu as des années pour régler ça. Personne ne m'a acheté de maison quand j'ai eu mon diplôme. Tu n'en avais pas besoin, a dit fermement mon père. Tu es un homme. Tu peux prendre soin de toi. Rebecca est différente. Elle est plus petite, plus vulnérable. Elle a besoin de la sécurité de son propre logement. Le sexisme de cette déclaration m'a fait tomber des nues. Êtes-vous sérieusement en train de dire qu'elle mérite une maison gratuite parce que c'est une femme? Nous disons que la famille aide la famille, a dit ma mère. Et en ce moment, tu as les moyens d'aider. Ces voitures sont juste là, à ne rien faire pour personne d'autre que toi. Ne rien faire. Je me suis levée, la colère m'envahissant. Ces voitures sont mon plan de retraite, mon fonds d'urgence, la passion de ma vie. J'ai passé 10 ans à construire cette collection. Exactement, a dit mon père. 10 ans concentrés sur toi-même. Il est peut-être temps de penser à quelqu'un d'autre. La dispute a continué pendant encore 1 heure. Ils m'ont fait tous les chantages affectifs possibles. Nous avons tant sacrifié pour toi en grandissant. La famille passe avant tout. Quel genre de frère laisse sa sœur se débattre? Ces voitures seront toujours là à l'avenir, mais Rebecca a besoin d'aide maintenant. Tu es égoïste. Un vrai homme pourvoit aux besoins de sa famille. Je suis parti ce soir-là en me sentant attaqué et incompris. Ils ont agi comme si j'étais un gosse de riche jouant avec des jouets chers, et non quelqu'un qui a bâti quelque chose à partir de rien de ses propres mains. Le fait est que je ne suis pas opposé à aider Rebecca. Je lui ai déjà dit que je l'aiderais avec ses prêts étudiants après son diplôme. J'ai réparé sa voiture gratuitement d'innombrables fois. Je lui ai même donné mon vieil ordinateur portable quand elle a commencé l'université. Mais ils veulent que je liquide toute ma collection, le travail de ma vie, pour lui acheter une maison cash. Suis-je fou de penser que c'est insensé? Elle a 19 ans, est en bonne santé, intelligente et capable. Elle n'a pas besoin d'une maison gratuite. Elle doit apprendre à travailler pour ce qu'elle veut, tout comme je l'ai fait. Et le fait qu'il qualifie ma collection de « jouets » et méprise 10 ans de travail qualifié, ça m'a blessé plus que je ne peux l'exprimer. Depuis, je reçois des SMS de mes 2 parents, alternant entre chantage affectif et colère parce que je choisis des voitures plutôt que ma famille. Rebecca m'a envoyé un SMS d'excuses, mais a ensuite ajouté « Mais ce serait vraiment bien de ne pas s'inquiéter du loyer. » J'ai l'impression de devenir fou. Est-ce vraiment égoïste de vouloir garder ce pourquoi j'ai travaillé? Suis-je un mauvais frère de ne pas tout vendre pour acheter une maison à ma sœur? Mise à jour 2 semaines plus tard. Je n'arrive pas à croire que je suis déjà de retour ici, mais les choses ont dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. D'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication initiale. Vos commentaires m'ont aidé à me sentir moins fou et plus confiant dans ma position. J'ai particulièrement apprécié ceux qui ont souligné le sexisme dans l'argument de mes parents et l'injustice de s'attendre à ce que je finance entièrement la situation de logement de ma sœur. Après ma publication initiale, j'ai essayé de laisser les choses se calmer. Je pensais que mes parents reviendraient à la raison une fois que l'idée initiale se serait estompée.
J'avais tort. Mardi dernier, j'ai reçu un SMS de Rebecca. On peut prendre un café? Je veux parler sans maman et papa. J'ai accepté, en espérant qu'elle pourrait être la voix de la raison. Nous nous sommes rencontrés dans un café local et elle semblait sincèrement désolée au début. Je suis désolée pour le dîner, a-t-elle commencé. Je n'avais aucune idée qu'il préparait cette embuscade. C'est bon, ai-je dit. Je sais que ce n'était pas ton idée. Elle a remué son latte, sans me regarder dans les yeux. Mais j'ai regardé des maisons. Mon estomac s'est noué. Quoi? Juste pour jeter un œil, dit-elle rapidement. Tu sais, pour l'avenir, pour voir ce qu'il y a. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiant. Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Elle a sorti son téléphone et m'a montré une annonce Zillow. J'ai trouvé cet endroit vraiment mignon près du campus. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin. Il est affiché à 385 000 $. C'est sympa, ai-je dit. Peut-être un jour. Maman et papa ont dit que si tu vendais tes voitures, je pourrais la voir. Je l'ai dévisagé. Ils ont dit quoi? Elle a finalement levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Le sentiment que tout lui est dû. Ils ont dit que tes voitures valent plus qu'assez pour l'acheter cash. Je pourrais y vivre pendant mes études et ensuite avoir un endroit après mon diplôme. Je pourrais même louer les chambres supplémentaires pour avoir un revenu. Rebecca, dis-je lentement. Je ne vends pas mes voitures. Son visage s'est décomposé. Mais pourquoi? Tu n'as pas besoin de cette voiture. Personne n'a besoin de cette voiture. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Tu as un endroit où vivre. Tu as une chambre en résidence universitaire. Ce n'est pas la même chose que de posséder une maison, dit-elle, la voix s'élevant. Sais-tu à quel point c'est difficile pour les jeunes d'acheter des maisons maintenant? Je ne pourrai jamais m'en payer une avec un salaire d'enseignante. Alors peut-être que tu devrais envisager une autre carrière, ai-je suggéré. Mauvaise chose à dire. Elle s'est levée brusquement. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste. Ces voitures restent là pendant que je fais face à une vie de loyer à payer. J'étais confrontée à la même chose à ton âge, ai-je souligné. J'ai travaillé, économisé et construit quelque chose. Tu peux le faire aussi. C'est différent pour toi, a-t-elle lâché. Tu es un homme. Tu gagnes plus d'argent. C'est plus facile. J'ai commencé à travailler à 14 ans, ai-je dit, ma propre colère montant. J'ai économisé chaque centime. J'ai appris un métier. J'ai passé des années couverts de graisse et de rouille, travaillant jusqu'à 3 heures du matin pour restaurer ces voitures. Ne me dis pas que c'était facile. Peu importe, dit-elle en attrapant son sac à main. Maman et papa ont raison. Tu te soucies plus de tes stupides jouets que de ta propre sœur. Elle est sortie en trombe, me laissant avec l'addition, bien sûr. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est arrivé 3 jours plus tard. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de Marcus, qui gère l'entrepôt où je stocke mes voitures. Et mec, je voulais juste te dire que des gens sont venus poser des questions sur ta collection. Mon sang s'est glacé. Quelle personne? Un couple plus âgé, ils ont dit qu'ils étaient tes parents. Ils étaient avec un type en costume, qui ressemblait à un concessionnaire ou un expert. Ils voulaient voir les voitures, mais je leur ai dit que je ne pouvais laisser personne entrer sans ta permission. J'ai quitté le travail immédiatement et j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt. En effet, la voiture de mes parents était garée à l'extérieur, ainsi qu'une Mercedes avec des plaques de concessionnaire. Il se tenait près du portail verrouillé avec un homme que je reconnaissais du circuit des voitures de collection, Robert Harrison, l'un des plus grands concessionnaires de voitures anciennes de l'État. Bon sang, qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé en sortant de ma voiture. Ma mère a essayé de paraître innocente. Nous voulions juste voir de quoi il en retournait. Robert ici dit qu'il pourrait vendre toute ta collection en un mois. Harrison, à son crédit, avait l'air mal à l'aise. James, je ne savais pas qu'il y avait un différend familial.
Ton père a appelé et a dit que tu cherchais à liquider rapidement. Je ne vends rien, ai-je dit fermement. C'est ma propriété, stockée dans mon espace loué, et vous êtes en infraction. Mon père s'est avancé. Fiston, sois raisonnable. Robert offre 450 000 $ pour la collection complète. C'est plus qu'assez pour la maison de Rebecca et il en restera pour tes économies. Je me fiche qu'il offre 1 million, ai-je dit. Elles ne sont pas à vendre. Harrison a levé les mains. Je vais partir maintenant. James, si jamais tu veux vendre, tu as mon numéro, mais je ne me mêle pas des conflits familiaux. Il est retourné à sa voiture et est parti. Je me suis tourné vers mes parents. Comment osez-vous? Comment osez-vous amener un concessionnaire à mon entrepôt pour évaluer ma propriété sans ma permission? Nous essayons de t'aider à voir la raison, a dit ma mère. Tu es têtu et égoïste. Non, vous êtes manipulateur et envahissant, ai-je rétorqué. Ce sont mes voitures, achetées avec mon argent, restaurées de mes mains. Vous n'avez aucun droit sur elles. Nous avons le droit d'attendre de toi que tu aides ta famille, a dit mon père. Quel genre d'homme accumule des richesses pendant que sa sœur se débat? Elle ne se débat pas, ai-je crié. C'est une étudiante de 19 ans qui vit en résidence universitaire. C'est normal. Ça n'a pas à l'être, a dit ma mère. Pas quand tu as les moyens de lui offrir mieux. J'ai sorti mon téléphone et appelé Marcus. Hey, j'ai besoin que tu changes le code du portail et que tu ajoutes une note indiquant que mes parents ne sont en aucun cas autorisés sur la propriété. Mes parents semblaient choqués. Tu nous interdis l'accès? A demandé ma mère. Jusqu'à ce que vous puissiez respecter ma propriété et mes décisions. Oui, ai-je dit. Et si vous contactez d'autres concessionnaires ou experts à propos de mes voitures, je considérerai cela comme du harcèlement et j'agirai en conséquence. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est comme ça que tu traites ta famille pour de vieilles bagnoles rouillées. Ces vieilles bagnoles rouillées sont le travail de ma vie, ai-je dit. Et oui, je les protégerai de quiconque essaiera de me les voler, famille ou non. Je les ai laissés debout au portail et je suis rentré chez moi. Depuis lors, j'ai été bombardé de SMS et d'appels. Quelques extraits. Maman, tu me brises le cœur. Tout ce que nous voulons, c'est aider ta sœur. Papa, sois un homme et fais ce qu'il faut. Arrête d'être égoïste. Rebecca, je ne peux pas croire que tu préfères avoir des voitures plutôt que de me voir heureuse. J'ai montré l'annonce de la maison à tous mes amis et maintenant je dois leur dire que je ne peux pas l'avoir parce que mon frère est avide. Divers oncles et tantes m'ont également contacté, manifestement nourris d'une version partiale de l'histoire sur le fait que je refuse d'aider ma sœur en difficulté. J'ai commencé à tout documenter et à rechercher des systèmes de sécurité pour l'entrepôt. Je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là, mais je ne les laisserai pas me culpabiliser ou me manipuler pour que j'abandonne ce pourquoi j'ai travaillé. Le sentiment que tout leur est dû est stupéfiant. Rebecca s'est déjà mentalement installée dans une maison à 385 000 $ qu'elle s'attend à ce que je lui achète. Mes parents pensent qu'ils ont le droit de vendre ma propriété. Tout le monde semble penser que mes années de travail et d'investissement ne signifient rien comparé au désir de ma sœur d'avoir une maison gratuite. Je tiens bon, mais cela déchire notre famille. Pourtant, je préfère être seule avec mon intégrité qu'entourée de gens qui ne me voient que comme un compte en banque. Mise à jour 3 mois plus tard. Ce sera probablement ma dernière mise à jour, car la situation a atteint sa conclusion, bien que d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Après ma dernière publication, les choses ont été tendues, mais gérables pendant environ 1 mois. J'ai installé un système de sécurité complet à l'entrepôt, avec caméra et détecteur de mouvement. J'ai également demandé à mon avocate d'envoyer une lettre officielle à mes parents indiquant que toute tentative de vendre ou d'interférer avec ma propriété serait suivie d'une action en justice. La pression familiale a continué. Chaque membre de la famille semblait avoir une opinion sur mon égoïsme. J'ai été désinvitée du mariage de mon cousin parce que, selon ma tante, nous ne voulons pas de drame de la part de quelqu'un qui valorise les voitures plus que la famille. La conversation de groupe familial est devenue insupportable, alors je l'ai quittée.
Rebecca a refusé de me parler directement, mais s'est assurée que je connaisse sa déception via les réseaux sociaux. Elle a posté des photos de la maison, qui auraient pu être, avec des légendes comme « Quand la famille vous laisse tomber » et « Les priorités de certaines personnes sont tordues ». Ses amis ont commenté en la soutenant, me traitant de divers noms que je ne répéterai pas ici. Puis, il y a 6 semaines, tout a explosé. J'ai reçu un appel de Marcus à 14h un mardi. Sa voix était paniquée. « James, tu dois venir ici maintenant. Tes parents sont là avec un serrurier et des papiers à l'air officiel. » J'ai filé à l'entrepôt, appelant mon avocate en chemin. En arrivant, j'ai trouvé une scène qui m'a fait bouillir de rage. Mes parents étaient là avec un serrurier qui travaillait sur le portail, un homme en costume tenant des documents, et incroyablement, Rebecca, qui filmait tout avec son téléphone. « Arrêtez tout de suite », ai-je crié en sautant de ma voiture. « C'est une effraction. » L'homme en costume s'est avancé. « M. Williams, je suis l'avocat David Carlson, représentant vos parents. Nous avons d'ici une requête de mise sous tutelle affirmant que vous êtes mentalement inapte à gérer vos biens en raison d'un trouble de l'accumulation compulsive. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Quoi? Ma mère s'est avancée, une fausse inquiétude plaquée sur son visage. Chérie, cette obsession pour les voitures n'est pas saine. Cette voiture que tu conduis à peine. C'est de l'accumulation compulsive. Nous essayons juste de t'aider. Et d'aider Rebecca à avoir une maison au passage, ai-je demandé sarcastiquement. Si la liquidation d'actifs excédentaires aide la famille, ce n'est qu'un bonus, a dit mon père. Je me suis tournée vers le serrurier. Si vous touchez cette serrure, je vous fais arrêter. C'est ma propriété légalement louée. Le serrurier a regardé entre nous, incertain. L'avocat Carlson a pris la parole. Nous avons une audience au tribunal la semaine prochaine pour déterminer la mise sous tutelle. D'ici là, vous n'avez rien, a dit mon avocate, Patricia Chen, qui venait d'arriver. Elle avait battu plusieurs records de vitesse pour être là. Une requête n'est pas un jugement. Vous n'avez aucune autorité ici. Et vous, dit-elle en pointant le serrurier, tentez de pénétrer par effraction dans une propriété privée. Je vous suggère de partir immédiatement. Patricia s'est tournée vers mes parents. Quant à vous, déposer une fausse demande de mise sous tutelle est une affaire sérieuse. Les tribunaux n'apprécient pas les membres de la famille qui tentent de voler des actifs par le biais de fausses allégations de santé mentale. Ce n'est pas frauduleux, a insisté ma mère. Il accumule des voitures. Il les choisit plutôt que sa famille. Collectionner des actifs de valeur n'est pas un trouble mental, a dit froidement Patricia. Maintenant, partez ou j'appelle la police. Ils sont partis, mais pas avant que Rebecca ne crie « J'espère que tu es heureux de vivre seul avec tes stupides voitures parce que tu as perdu ta famille. » Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de préparation juridique. Patricia m'a aidé à rassembler des documents prouvant ma compétence mentale, mon emploi stable, mes finances organisées, la nature stratégique de ma collection, des expertises montrant la valeur croissante de mes investissements. Nous avons également rassemblé des preuves des véritables motivations de mes parents, y compris des messages textes où ils discutaient de la valeur de mes voitures et de la recherche de maison de Rebecca. L'audience au tribunal a eu lieu jeudi dernier. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'était brutal. Mes parents m'ont dépeint comme un accumulateur compulsif obsédé qui privilégiait les objets inanimés à la famille. Ils ont fait venir un psychologue qui ne m'avait jamais rencontré, mais qui a témoigné sur les troubles de l'accumulation en général. Ils ont pleuré en disant que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Notre défense était plus simple. Patricia a présenté des preuves que, 1. Ma collection était un investissement légitime, pas de l'accumulation compulsive. 2. Chaque voiture était soigneusement entretenue et régulièrement conduite. 3. Mes finances étaient en excellent état. 4. J'avais une carrière réussie et des relations sociales normales. 5. Le moment de leur requête coïncidait étrangement avec la recherche de maison de Rebecca. 6.
Des messages textes montraient clairement que leur véritable motivation était de liquider mes actifs. Le juge a immédiatement vu clair dans leur stratagème. Non seulement il a rejeté la requête de mise sous tutelle, mais il a également réprimandé mes parents pour avoir abusé du système judiciaire. Il a noté que tenter d'utiliser la législation sur la santé mentale pour voler les actifs d'un membre de la famille était répréhensible. Le tribunal ne trouve aucune preuve d'incompétence mentale, a-t-il déclaré. Ce que je vois, c'est un jeune homme qui a bâti quelque chose de précieux par son travail acharné et son dévouement, et des membres de sa famille qui se sentent en droit de récolter les fruits de ce travail. Cette requête est rejetée avec préjudice. Avec préjudice signifie qu'ils ne peuvent pas redéposer la même plainte. À l'extérieur du palais de justice, mes parents ont tenté un dernier chantage affectif. Ma mère pleurait. Comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes tes parents. Vous avez essayé de me faire déclarer mentalement inapte pour voler le travail de ma vie, ai-je dit calmement. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte pour harcèlement et tentative de vol. Mon père a pointé son doigt vers moi. Tu n'es plus mon fils. Tu es égoïste et cruel. Je suis quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler ou voler, ai-je corrigé. Et si cela fait que je ne suis pas votre fils, je peux vivre avec. Rebecca n'était pas à l'audience, mais elle m'a envoyé un SMS plus tard. Je ne peux pas croire que tu préfères aller au tribunal contre tes propres parents plutôt que de m'aider. Tu es dégoûtant. Ne me contacte plus jamais. J'ai répondu simplement, je ne suis pas allé au tribunal contre eux. Ce sont eux qui m'ont traîné au tribunal. Et je ne te contacterai pas. Bonne chance dans la vie. Cela fait une semaine depuis l'audience. La rupture familiale a été totale. Je suis bloquée par la plupart de mes proches. Les quelques-uns qui m'ont contacté ne l'ont fait que pour me dire à quel point ils étaient déçus de mon choix de détruire la famille. Mais voilà le truc. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement refusé de me faire voler. J'ai refusé de laisser 10 ans de travail être qualifié de jouet. J'ai refusé de cautionner le sentiment que tout lui est dû qui disait que ma sœur méritait une maison gratuite simplement parce qu'elle existe. Le week-end dernier, j'ai sorti les 7 voitures pour une longue balade avec des amis de la communauté automobile. Alors que nous roulions sur l'autoroute, les moteurs ronronnant, le chrome brillant au soleil, je me sentais en paix. Ce ne sont pas seulement des voitures. Elles sont la manifestation physique du dévouement, de la compétence et de la persévérance. Elles sont la preuve qu'un gamin de 16 ans avec un rêve et la volonté de travailler peut construire quelque chose de précieux. Ma famille les a vus comme de l'argent facile, une solution rapide pour donner à Rebecca quelque chose qu'elle n'avait pas gagné. Ils étaient prêts à me détruire pour les obtenir, mais ils ont échoué. Et maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences de leur cupidité et de leur manipulation. J'ai changé mes contacts d'urgence pour Patricia et Marcus. J'ai mis à jour mon testament pour tout laisser à des musées automobiles et à des fonds de bourse pour des écoles professionnelles. J'ai trouvé une nouvelle famille dans la communauté automobile, des gens qui comprennent la valeur du travail et respectent ce que les autres construisent. Quant à ma famille biologique, ils ont fait leur choix quand ils ont essayé de me voler. Ils ont accordé plus de valeur à un gain potentiel qu'à leur relation avec moi. Ils ont qualifié le travail de ma vie de « jouet » et ont essayé de le prendre par la force quand je n'ai pas voulu le céder volontairement. Certaines personnes ont dit que j'aurais dû leur donner une voiture en guise de compromis. Mais ce n'est pas comme ça que l'extorsion fonctionne. Donnez une fois et ils reviendront pour plus. Aujourd'hui, c'est une voiture pour une maison. Demain, ce serait une autre pour son mariage. Une autre pour des vacances. Une autre parce que la famille aide la famille. Non. Il fallait tracer une ligne. Mes voitures sont en sécurité. Mon avenir est assuré. Et je suis entouré de gens qui me respectent et respectent ce que j'ai construit. C'est plus une famille que je n'en ai jamais eu auparavant. À quiconque fait face à une pression similaire, tenez bon. Ce que vous construisez de vos propres mains et avec votre sueur vous appartient. Ne laissez personne, pas même la famille, surtout pas la famille, vous culpabiliser pour que vous le donniez. La vraie famille respecte votre travail et célèbre votre succès. Elle n'essaie pas de vous le voler. La vie est belle.
Les voitures sont magnifiques, et je ne regrette rien. Dernière modification. Puisque certaines personnes ont posé la question, oui, j'aide toujours ma famille et mes amis quand ils en ont vraiment besoin. Le mois dernier, j'ai aidé le jeune frère de mon ami à réparer sa voiture gratuitement pour qu'il puisse se rendre au travail. Je fais régulièrement des dons à des œuvres de bienfaisance locale. La différence est que ces personnes apprécient l'aide sans se sentir en droit de l'exiger. Elles ne demandent pas que je vende le travail de ma vie pour financer leurs rêves. Il y a une énorme différence entre aider ceux qui sont dans le besoin et être extorqués par ceux qui ont des envies.